On revient avec nos chers invités, Robert Kosigan, Akwete, Ashraf Sama, et puis lui, Kabako, on parlait du Nigeria, enlèvement de religieux, un business juté. Alors lui, Kabako, parlait de cette convention collective qui peut être une panacée au problème. Lui, on vous retrouve. Oui, pas panacée, mais peut-être un palliatif, Ouais. parce qu'il faut cette sécurité collective-là qui va permettre au Togo, c'est vrai que c'est pas encore crié, le phénomène d'enlèvement n'est pas encore crié au Togo, mais nous ne sommes pas à l'abri, nous aussi, puisque par moment, il y a un ou deux enlèvements qui sont signalés ici et là. Donc ça veut dire que nous sommes concernés aussi. Il faut cette sécurité collective-là qui va permettre à tous les États d'avoir un système de sécurité aussi soft et aussi embryonnaire que soit-il pour pouvoir arriver à mettre le grappin sur ces bandits-là. C'est ce qu'il faut aujourd'hui parce que si un seul pays se met à vouloir combattre le phénomène, ça va être difficile. Je le dis parce que j'ai un peu mal quand j'ai appris tout récemment que les attaques ou bien la tentative d'attaque qui a eu lieu à Pognoa, à Pognoa Plamaga dans le nord du Dans le Togo, nord du Togo. les forces de l'ordre de sécurité ne sont pas allées jusqu'à mettre la main sur les djihadistes, bien sûr les terroristes, juste parce qu'à un moment donné, ils ont franchi la frontière. Oui. S'il y avait cet accord-là qui liait le Togo et le Burkina Faso, je pense que la voie serait libre à nos forces de sécurité et aller jusque-là pour aller cueillir ces djihadistes-là. Donc je pense que c'est pour cela que cette sécurité collective est importante. Alors, Ashraf, Oui, non, vous avez demandé la parole. oui, je crois que mon confrère a parfaitement raison. L'autre fois, on l'avait souligné ici, que les initiatives solitaires des États sont totalement contre-productives. Monsieur Kamago parle des mécanismes régionaux de sécurité collective. En droit international, c'est ce qui est un peu prévu. Et quand vous prenez le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, l'article 52 est très clair. L'article 52 est très clair, vous avez des mécanismes régionaux de sécurité collective. Aujourd'hui, c'est vrai que la CEDEAO essaie d'aller dans ce sens, mais le projet piétine. Quelles sont les raisons du retard aujourd'hui d'une constitution d'une force multinationale capable d'endiguer le mal? On ne le sait pas. Moi, j'incite vraiment aux États de prendre des mesures d'urgence pour mettre vraiment, enclencher les mécanismes régionaux de sécurité collective, chapeautés par les Nations Unies, qui vont nous permettre vraiment d'endiguer le mal et d'avoir une stabilité régionale à long terme. On va quitter le Nigeria ou l'Afrique pour la France ou l'Europe. Le président français Emmanuel Macron a prévenu mercredi ses concitoyens sur les prochains mois, que les prochains mois seront difficiles, évoquant la fin de l'abondance avant une rentrée qui pourrait être mouvementée. Les conséquences socio-économiques de la pandémie et de la guerre ukrainienne se faisant sentir. Alors on donne la parole à Robert Kosiga à côté. Cette sortie du président Emmanuel Macron, comme l'introduction l'a dit, est liée véritablement à la pandémie qui est passée et qui a véritablement porté un coup à l'économie française et à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, ça c'est un langage de vérité que Macron a tenu aux Français. C'est vrai que ça a commencé par faire des tollés. La CGTB est contre cette idée déjà et promet de faire des actions. Mais quand vous prenez un peu les aléas, tous les coups durs que la pandémie de Covid-19 a porté à l'économie française, et à peine que la France s'en est sortie, il y a cette guerre d'Ukraine que la France soutient. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, la France craint d'ailleurs le problème de gaz. Beaucoup de sanctions prises contre la Russie se retournent contre l'ensemble de l'Union européenne, y compris la France. La vie chère est là. Et donc, je crois que Macron n'a fait que dire très tôt les conséquences de cette guerre que l'Europe tout entière est en train de soutenir en Ukraine. Et parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que la France va commencer par manquer de gaz, on ne sait jamais. Il y aura d'autres choses qui deviendront plus chères, la vie va devenir très chère et peut-être les aides sociales qu'apportera l'État français aux Français manquera. Et donc, je dis, l'Afrique aussi doit déjà commencer par se préparer parce que quand la France tousse, quand la France éternue, c'est l'Afrique qui tousse. Donc ce n'est qu'un signal parce que Macron sait que toutes les sanctions prises contre la Russie sont contre-productives dans la mesure où aujourd'hui c'est la France qui manque de beaucoup de choses.
dû à ces sanctions-là. Et puis, c'est l'euro qui connaît peut-être une baisse à ne pas comparer, sans précédent. Vous voyez, l'euro a atteint peut-être une baisse sans précédent. Le dollar monte, l'économie européenne aujourd'hui est asphyxiée. Les États-Unis tirent beaucoup profit de cette crise sur l'Europe parce que, entre-temps, les États-Unis sont devenus les premiers fournisseurs en beaucoup de choses à la France. Et donc, je dis, l'avenir est incertain, pratiquement incertain. Macron sait qu'il est à la fin de son c'est son deuxième mandat. C'est son deuxième mandat. Et donc, récemment. la vie deviendra plus dure et plus chère. Et donc, pour que les gens, que les Français se préparent à ne plus aller sur les rues, peut-être. C'est pourquoi ils sont déjà la sonnette d'alarme pour leur dire que, écoutez, la vie va commencer par être dure. Et puis, ira de plus dur en dur. Et donc, voilà un peu, moi, comment je comprends son idée. Les ménages français sont donc sous pression. L'horizon ne promet pas d'embellie. Luc Kamakou, c'est vrai, le chef de l'exécutif français a évoqué ces deux éléments, comme on l'a dit, la pandémie et puis la guerre en Ukraine. Il y a également ce sentiment qu'on peut mettre dedans, sentiment anti-politique, moi je le dis, français en Afrique, qui peut peut-être rentrer dans la danse d'un jour à l'autre. Oui, exactement. C'est maintenant que je te reconnais. Il y a ce sentiment anti-africain en Afrique. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que je vais être un peu factuel parce que je n'ai pas les chiffres sous la main. C'est un secret de polichinelle que la vie devienne dure. La vie est devenue dure depuis la pandémie à coronavirus et ça, tous les États en sont victimes en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la cherté de la vie. Tout le monde crie le haro sur le baudet. Et malheureusement, donc c'est une situation cosmétique et universelle. Donc c'est pas seulement la France qui en est victime. Maintenant, ce que dit Macron aussi, c'est un discours politique parce que sa gouvernance est tellement critiquée ces derniers temps que il trouve que maintenant il a des arguties pour justifier son échec. Pour vous, ce sont des arguties. Oui, entre guillemets, c'est des arguties. Parce que je disais tout à l'heure qu'en partie, il a raison. Parce que le Covid-19 a fait ralentir les activités. Depuis là, les activités n'ont pas totalement repris. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Donc, ça pèse sur l'économie, que ce soit en France, en Allemagne, au Togo, au Mali. C'est la même chose. Maintenant, la France, comme je le dis, et nous le savons tous, c'est un État qui arrime son développement à l'émergence d'un pays étranger. C'est ce qui nous amène à parler de la politique française, de la France-Afrique. Quand on parle de la France-Afrique aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris. Nous avons des panafricanistes qui inondent les réseaux sociaux, qui éclairent maintenant les Africains, qui vous disent que la France n'a jamais apporté du bien à l'Afrique et qu'à un moment donné, il faille arrêter la coopération avec l'État. La collaboration avec l'État français. Donc on est dans cette logique-là, on est dans ce dynamisme-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment anti-français sur le territoire africain. Le français ou bien l'hexagone est devenu indésirable en Afrique. Il y a un vent qui souffle. La France ne représente plus presque rien pour l'Africain. La preuve, le Mali a osé. Le Mali a demandé aux diplomates français à Bamako de quitter son sol. Le Mali a eu également le courage de demander aux médias français officiant sur le sol malien de quitter. Le Mali est allé plus loin à demander à la force Barkhane de quitter son territoire. Ça n'arrive pour vous, que tout ça là, c'est un coup pour la France. Oui, c'est un coup dur pour la France. C'est un coup dur pour la France. C'est-à-dire, ça constitue pour beaucoup de pays africains une curiosité. Beaucoup de gens se disent que si le Mali est arrivé à faire cela et que rien n'est arrivé, ça veut dire qu'eux aussi peuvent le faire. C'est ce qui explique aujourd'hui cette affluence-là des États francophones vers le Commonwealth. C'est aussi un autre paire de manches. Le sujet, il est tellement sensible qu'on ne peut pas badiner avec. Est-ce que vous voyez des pays qui ont en partage la langue française essaient d'abandonner justement cette langue-là pour aller vers un autre
Est-ce que c'est un abandon? Bon, Achraf va plus nous éclairer. Oui, je te dis que c'est un abandon. Peut-être que c'est une diversité de partenariats. Diversité de partenariats, ça veut dire qu'ici, ils ont constaté un échec cuisant. Ça veut dire que aussi, le partenariat qu'ils ont avec l'État français, le partenariat qu'ils ont en étant dans la francophonie ne les arrange plus. Et ils sont obligés d'aller chercher d'autres partenaires. Et ça, c'est une faille pour l'État français. Donc, quand on parle de la fin de l'abondance, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est aussi ce sentiment anti-français-là qui est développé aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, les Africains ne vont plus laisser justement leurs ressources comme ça, ne vont plus laisser leurs ressources à vil prix à l'État français. Vous venez par exemple comme un Togo où notre port a été confié à un certain Bolloré qui devait l'exploiter pendant 30 ans. Pour combien de miettes? Pour combien de milliards? Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce ne sont que des escroqueries parce que ça profite à la France. Et est-ce que c'est la faute à la France, parlant du port, par exemple? Non, je peux dire en partie c'est la faute à la France. C'est-à-dire que les Blancs, en réalité, ils sont malins. Je t'ai dit que les Noirs, tu m'excuses, c'est-à-dire les Noirs ont toujours considéré les Blancs comme des demi-dieux. Pour eux, le Blanc, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que les désirs du Blanc sont des ordres. Même les dirigeants africains. Bien sûr, ils sont les premiers d'ailleurs à l'observer. Moi, tout sauf vous et nous, quoi. Parce que je n'ai rien à foutre à un Blanc, moi. Il est humain, je suis humain. Il a les 500, j'ai possède également les 500. Donc pour moi, nous sommes égaux en droit. Le juriste nous le dira. Nous sommes égaux sur tous les plans. Donc pour moi, c'est comme ça. Maintenant, le sentiment de anti-français qui est plus développé fait qu'aujourd'hui, la fin de l'abondance de Emmanuel Macron sera justement une réalité, malheureusement pour lui. Alors, Achraf Ourosama, vous l'aviez dit en offre, peut-être que ce sentiment, on le trouve plus sur les réseaux sociaux aussi, c'est à souligner. Mais quand on voit la sortie du président Emmanuel Macron, de la pandémie à ce sentiment justement, en passant par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le président Macron a-t-il raison de faire cette sortie? Non, factuellement, il a raison de faire cette sortie en parlant de la fin de l'abondance. Je crois que c'est la politique intérieure qui est d'Emmanuel Macron qui est aujourd'hui mise en cause. N'oubliez pas aujourd'hui qu'on lui impute toutes les responsabilités de l'échec de la démocratie représentative en France. C'est vrai que la démocratie représentative a eu ses heures de gloire, mais aujourd'hui elle est en crise. Mais elle est aussi beaucoup plus accentuée avec le premier quinquennat, le deuxième quinquennat Macron. Oui. Vous voyez, donc je crois que les Français ont raison de le qualifier de jupitérien souvent, parce que c'est quelqu'un qui croit vraiment à la verticalité du pouvoir, qui est beaucoup plus autoritaire et tout. Mais je crois qu'il y a des raisons d'ordre, disons, international qui permettent d'expliquer cette situation-là. Oui, certes, la guerre ukrainienne aujourd'hui a créé une situation quand même effroyable sur la planète Terre. Toutes les économies sont en berne et tout, mais la France doit aussi s'apprêter aussi au sacrifice. Il appelle aux Français, je crois que mon confrère a eu raison de dire, parce qu'aujourd'hui Macron a peur de quoi? Il a peur des manifestations, c'est-à-dire que des situations de mouvements de gilets jaunes, voilà, ne ressurgissent sur le terrain. Il a vraiment peur de ça. Donc je crois que la France est un pays de tradition où il y a le syndicalisme est quand même assez ancré. Les Français n'hésiteront pas à sortir dans la rue dès lors qu'ils n'approuveront pas les mesures prises par le gouvernement. Donc la fin de l'abondance, oui. N'oublions pas que il y a quand même des réformes structurelles à venir en France. On parle de la réforme de l'assurance chômage, des retraites et tout. Or, c'est des questions extrêmement sensibles. Même le président Sarkozy et Hollande n'ont pas pu résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, Macron, énarque qu'il est, croit peut-être avoir la formule magique pour pouvoir résoudre ce problème. Mais je crois qu'il est très loin de là parce que la France est un pays extrêmement complexe où il y a une sociologie quand même assez diversifiée, donc c'est très difficile de satisfaire tout le monde. Donc appeler les Français aujourd'hui au sacrifice, ça je comprends, mais il faut les préparer quand même psychologiquement, ne pas quand même être autoritaire comme il l'a fait au premier quinquennat. Maintenant, pour revenir
aux éléments extérieurs qui participent à la fin de l'abondance, oui, certes, aujourd'hui la politique économique de la France sur le continent africain est mise en cause. On parlait des contrats de concession ou Bolloré, on a des multinationales aujourd'hui françaises qui font face à une concurrence féroce. Il y a des Chinois, des Turcs, des entreprises aussi qui essaient de faire des recettes. Moi, je crois que la responsabilité n'est même pas partagée concernant des contrats de concession. Quand on parle de Bolloré, mon confrère, lui, l'a dit, mais moi, je crois que les responsabilités ne sont pas partagées. La responsabilité, elle est entière chez les Africains. C'est aux Africains maintenant de remettre en cause les contrats. Voilà. Je vous rappelle qu'en droit, il y a ce qu'on appelle les contrats administratifs. Lorsque l'État signer un contrat avec un partenaire privé, ça s'appelle un contrat administratif parce qu'il y a une présence d'une personne publique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi des clauses exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire que l'État dispose des prérogatives qui lui permettent de résilier unilatéralement un contrat. Mais est-ce que les États africains usent de ces prérogatives-là pour, disons, siffler la fin de la récréation lorsqu'ils constatent que la collaboration est déséquilibrée? Mais on voit nos frères également qui jouent le jeu et qui, voilà, par des systèmes de ristourne, jouent le jeu et qui, ces contrats administratifs-là ne nous profitent pas au maximum. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire vraiment preuve de responsabilité, faire preuve d'extrême vigilance lorsqu'on signe des contrats avec ces multinationales françaises. C'est légitime, hein, le capitalisme d'État français, le capitalisme d'État américain, ils ont le droit de venir dans des pays de faire des recettes. C'est normal, il faut être conquérant. C'est pour cette raison qu'on dit que l'Afrique doit également avoir des PME qui doivent grandir. Ces PME-là doivent être conquérants, aller aussi conquérir dans des marchés, pourquoi pas même en Occident. C'est très important. Alors, Président, les Français sortent aussi d'une période, il faut préciser cela, estivale, marquée par une canicule et une sécheresse historique et surtout accrue. Ça aussi, peut-être que ça rentre dans la balance. Oui. Je n'ai pas souvenance qu'on a vu à la télé une ville française qui manque de l'eau en période de canicule. Mais pour cette fois-ci, il y a des villes qui ont réglementé les heures où il faut Bordeaux, prendre de l'eau. par exemple, si je ne me trompe pas. Ah oui, où l'eau manque. Et donc, ils ont peur que cette ville-là ne finisse alors toute sa réserve d'eau. Et donc, la mairie est obligée de donner des heures de pointe à laquelle on peut prendre l'eau et après on laisse. Donc, ça voudrait dire que tout est contre la France actuellement. Seulement qu'en Afrique, la France a encore de beaux jours. D'autant plus que nos dirigeants... Vous le pensez? Ah mais oui, vous savez, entre ce que disent les panafricanistes et la réalité du terrain, la France a toujours la même mise sur l'économie africaine, surtout francophone. Prenons le franc CFA, la France a toujours la même mise dessus. L'écho n'a pas vu le jour justement à cause de ça. Les réserves dont on parle toujours, ces réserves continuent. Les échanges que nous faisons, la vente de nos matières premières, la France a toujours sa part. Maintenant, les concessions de tous les ports francophones sont données à la France. Bolloré a raflé tous les ports francophones. Seul Talon a pu résister à ça, mais ça a failli lui coûter tout ce que je ne vais pas appeler le nom de ceux qui ont voulu le faire partir à cause de ça la fois dernière. Même des gens sont partis de ce Togo pour aller jouer à ce jeu-là. Seul le port béninois a échappé alors à l'Empire français. Sur ce plan, mais sur le plan militaire, on verra récemment... Non, il a même prévenu que si la France ne fait pas vite, les gens ils vont trouver d'autres pays pour le faire. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la France a encore de beaux jours ici, d'autant plus qu'il y a certains présidents de pays africains qui sont malades mais qui ne veulent pas quitter le pouvoir. D'autres sont là, il y a des décennies, ils ne partent pas avec la bénédiction de la France. Donc, vous voyez, il y a toujours une contrepartie. Donc, la démocratie se prêche pour ceux qui, alors, ne sont pas sous la France, ne passent pas, alors, ne marchent pas selon les desiderata de la France. Et par exemple, le Mali, pourquoi on en veut à la peau de la jeune militaire malienne? C'est pour ça. C'est parce qu'elle tourne dos à la France. Ouais, elle n'a pas d'égard à la France. C'est tout. Elle n'a pas d'égard à la France. C'est pourquoi on lui en veut. Prenez par exemple la junte guinéenne. La France, personne n'en parle. Doumbouya a le boulevard devant lui. Donc moi je dis pour le moment, tout ce que nous disons comme protestation n'est que des idées des panafricanistes. Mais la réalité, la France a encore la même mise sur nos économies. Et d'ailleurs,
vous voyez, la France se moque de nous. À voir tout ce que la France prend de l'Afrique. Et après, il dit, elle nous vient en aide, elle nous prête de l'argent. Or, cet argent est tiré d'où? Maintenant, ce qui nous tue, c'est parce que nos États ne permettent pas à ce que les PME se développent. Parce que quand il y a un opérateur économique qui veut prospérer en Afrique, tout de suite, on dit il est de quel bord? On veut chercher, on veut mettre de la politique dedans, on lui met des crocs en jambes, on le fait tomber. Jusqu'à quand alors nos sociétés? Quelle société togolaise vous avez vu qui est partie en France rafler un marché? Ou même aller dans un autre État africain pour aller peut-être construire des routes au nord et revenir avec alors ces recettes-là? Il n'y en a pas. Donc moi je dis, pour le moment, la France a encore de beaux jours en Afrique, seulement que c'est la guerre en Ukraine qui met la France aujourd'hui en difficulté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Ukraine et de la Russie. De l'Ukraine également. Voilà. Et puis, il y a aussi une parenthèse. Regardez tous les aéronefs, tous les avions que les compagnies aériennes françaises ont loués à des compagnies russes, qui alors, avec ces sanctions-là, n'ont pas pu rapatrier ces avions-là. Aujourd'hui, la Russie est en train de défaire tous ces avions. Il procède à la casse pour faire la réparation de ceux qui sont encore en vie. Donc moi je dis, tout ça là constitue des pertes énormes pour la France. Et donc pour que les gilets jaunes ne reprennent plus service, Macron a voulu déjà leur mettre la puce à l'oreille. Point, c'est tout. Donc pour le moment, en Afrique, c'est bon pour la France, mais c'est cette guerre en Ukraine-là. Parce que nos dirigeants, tous nos dirigeants font allégeance à la France. Tous nos dirigeants donnent ce qu'il ne faut pas donner pour alors être sûr que leur fauteuil présidentiel sera gardé. Alors, qu'est-ce que la France perd en Afrique francophone? Peut-être les jeunes, mais les jeunes ne sont pas au pouvoir. Les jeunes sont en train de venir au pouvoir. Mais non, moi je parle de l'instant T. Est-ce qu'à l'instant T, la France a perdu la main sur nos économies? Les CENI, là, ils sont en Luc vacances. Kabako, vous avez la parole. On veut parler peut-être de la réaction du peuple français à venir. Le président Kosciga Akoité a parlé des gilets jaunes tout à l'heure. Est-ce qu'on peut attendre cette réaction? Mais je vous ai vu aussi remuer la tête. Oui, mais vous avez quelque chose à juste pour vous dire que moi, je ne suis pas d'avis. Quand M. Kosciga trouve que la France a encore de beaux jours en Afrique. Plutôt nous dire que moi, je voudrais plutôt vous dire que l'avenir de la France en Afrique s'écrit désormais en pointillé. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet éveil de conscience-là. Les informations, les informations vont très vite sur les réseaux sociaux. Et nous avons des intelligences. Il y a ceci qu'on doit remarquer, Louis Kabako, sur les réseaux sociaux, c'est vrai, il faut acheter le portable Android et autres, mais quand vous allez dans mon village, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont l'Android. Vous allez dans votre village, on ne les voit pas et autres. On a l'impression que c'est au niveau des capitales, c'est au niveau de l'élite qu'on trouve les portables. Et donc, toutes ces informations sur les réseaux sociaux. Facilement, comme une traînée de poudre. Et qui les reçoit, justement, qui reçoit les informations. Mais tout le monde qui reçoit. Vous prenez par exemple une pandémie comme Covid-19. Même dans les endroits les plus reculés, à un moment donné, les gens ont su qu'il y a justement ce genre de maladies. C'est parce que peut-être sur au ce Togo, plateau tout à l'heure, nous débattons. Oui. Et il y a eu des moments où nous avons utilisé tous des termes juridiques. Moi, je n'ai jamais fait le droit. Mais ça veut dire que quelqu'un l'a appris. Je vis avec lui dans la société. Il l'emploie par moment et je l'acquiers aussi. C'est ça aussi la société. C'est-à-dire que on n'est pas forcément, on n'est pas obligé forcément de faire certaines études. C'est ça l'impact de la société. Vous vivez dans la société, quelqu'un a l'information, il partage avec vous. Ouais. Ce n'est pas pour rien qu'au lycée, les professeurs nous demandaient de faire un exposé, des exposés pour des romans. Quand vous exposez un roman, vous avez eu le temps de tout lire et vous venez exposer aux autres. Et de là, eux aussi, ils comprennent les éléments essentiels, en fait, qui se trouvent dans ce roman. Donc, c'est ça aujourd'hui. Ouais. Je te dis qu'il y a aujourd'hui cet éveil de conscience-là qui est fait, qui justement est repris par les radios. Quand tu dis qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur Android, mais il y a au moins des radios communautaires qui sont également dans cette lutte-là. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que les présidents africains font de l'allégeance, en fait, aux autorités françaises. Peut-être que c'était
au temps de nos grands-parents. Donc il y a plus à vous le Aujourd'hui- dire. Non, mais les choses sont en train de changer. Il faudrait qu'on ait le courage de Non, le dire. Moi, Moi, je- récemment, on a vu Pas des chefs du tout. d'État qui ont gagné par des exemple. élections, qui sont partis en France, Je- au palais Regardez de ce qui se l'Élysée. fait, je regarde ce qui se fait au Bénin. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, Patrice Talon n'aura pas le courage de regarder Emmanuel Macron dans les jours, lui dire des vérités. Vous avez vu le discours qu'il a tenu quand il s'agissait de la restitution des biens volés. Vous avez vu comment il a été ferme dans son discours. Est-ce que vous pensez que Ça, 20 c'est ans en Talon. arrière, Voilà, c'est pour ça que je dis que ceux qui sont dans Mais cette les autres posture- pays francophones n'auront pas cette audace-là. Non, mais là, vous me rejoignez en Eh, fait. vous avez- C'est pour de vous dire que cette Non, génération-là c'est qui Talon. On va fait- parler de la réaction c'est- du peuple, s'il voilà. vous plaît, c'est important. On a Cette que 3 génération minutes. qui ouais. fait l'allégeance au président français est en train de partir. Vous avez vu comment est-ce que Ousmane Sonko a annoncé la dernière fois sa candidature. Lui, ce n'est pas Et un président. il deviendra président. Ah bon. Est-ce que Oui, vous moi, voyez- j'aurais- Non, mais ça dit que je suis trop sûr. Parce et qu'il que a les un gens- discours contre les la gens vont France. essayer de moi, m'attaquer. je- mais il a un discours rassembleur. Il a un discours, c'est un Guillaume populiste, mais un discours que les gens veulent écouter. Alors, Ajraf Ourosama, Oui. la réaction du peuple français, elle m'intéresse. Non, la réaction du peuple français nous intéresse parce que pendant les manifestations des Gilets jaunes, nous avons vu les résultats. Les biens publics saccagés, à Paris en ébullition, et j'en passe. Ouais, donc aujourd'hui, non, comme je l'ai dit, en fait, les travailleurs, que ce soit dans le secteur privé ou public, sont extrêmement syndiqués en France. Donc, lorsque vous prenez une mesure sociale qui est impopulaire, du coup, vous avez des réactions tout de suite. Vous voyez, vous avez des réactions tout de suite. Donc, Macron doit faire extrêmement attention pour ne pas retomber dans la même situation qu'on a enregistrée lors de son premier quinquennat. Maintenant, pour revenir à la fin de l'abondance, on a parlé des influences extérieures. Voilà, moi, j'aurais une position quand même assez équilibriste par rapport à mes deux confrères. Certes, il y a un déclin de l'hégémonie culturelle, économique, politique de la France sur le continent, mais la France, elle est toujours présente, ça, il faut le reconnaître. Non, Il suffit vous êtes au milieu. Hein. Non, je suis au milieu. Il suffit tout simplement de regarder les indicateurs économiques et les recettes Mais que ce sera pas pour longtemps. continue de faire la France. Et la France aujourd'hui a compris, puisque aujourd'hui la France anticipe. Quand vous prenez par exemple la francophonie, la France a compris qu'il y a pas mal de pays qui ont compris la nécessité d'aller vers le Commonwealth. Qu'est-ce que la France a fait? Ils ont donné la présidence à une Rwandaise. Une Rwandaise. Ça, c'est une Madame, stratégie. ouais, hein. une stratégie, c'est-à-dire une bilingue. Donc, la France aussi s'est quand même anticipée. Moi, je dis aux Africains, certes, ce qu'on appelle le sentiment anti-français, je ne sais pas si c'est un sentiment qui est quand même vérifié ou pas. Je crois qu'aux éléments, des éléments objectifs des faits, on peut quand même formuler des récriminations contre la France. Mais il faut faire extrêmement attention. Quand je prends par exemple sur le plan des médias, on dit RFI participe à la propagande et qu'il travertisse les esprits sur le continent. Mais c'est toujours bien. Les panafricanistes ont le droit de dénoncer ces dérives-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer aujourd'hui un média africain capable de résister. Mais qu'est-ce qu'on propose? On ne peut pas être dans des formules creuses, on critique de manière permanente sans rien. Un média panafricain qui a été enterré. Oui, au Gabon qui a été enterré. Donc aujourd'hui, il faut prendre des initiatives. Certes, la France est en difficulté, mais la France aussi sait vraiment anticiper les événements. C'est à nous de prendre nos responsabilités en tant qu'Africains. Maintenant, pour revenir à la politique intérieure de la France, 30 secondes. Oui, le Macron doit faire extrêmement attention aux mesures politiques impopulaires. Sinon, les syndicats sortiront dans la rue. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite de Regard Croisé.